Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'histoire, d'albums jeunesse et de polar. Nos invités de la semaine sont Damien Parmentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et écrivain et vous allez nous présenter ce beau livre, Les grandes heures du massif des Vosges. Évidemment, on est sur le massif, mais le sous-titre des origines à nos jours. Un très beau livre avec des belles illustrations et énormément de choses à dire et quelques découvertes dévoilées dans ce livre. Yann Thomas, bonjour. Bonjour. Illustrateur, vous allez nous présenter Un cadeau pour la vie, album jeunesse aux éditions Plume de Cœur. Et enfin, Laetitia Renders, bonjour. Bonjour. Pour ce livre que je présente tout de suite, Nora, un polar, le 5e tome d'une série. Oui. La 6e est en cours d'écriture. Le 6e est en cours d'écriture. Tout à fait. Merci beaucoup Laetitia, à tout à l'heure. Damien Parmentier, Les grandes heures du massif des Vosges. Alors on vous connaît évidemment comme historien, on vous connaît comme écrivain. Je précise aussi que vous êtes évidemment le directeur général des services du conseil départemental des Vosges. Pourquoi ce nouveau titre, Les grandes heures du massif des Vosges ? Ça fait une petite vingtaine d'années avec un ami professeur à l'université de Strasbourg qu'on a collecté toute une série de dates sur le massif des Vosges parce qu'on considère que le massif est finalement un territoire de marge et que quand on raconte l'histoire de la Lorraine, on parle finalement assez peu du massif. Quand on raconte l'histoire de l'Alsace, on parle assez peu du massif. Et donc, on a depuis de nombreuses années un travail sur ces sujets, d'où cette chronologie, 380 dates, dont on a extrait 140 dates avec un texte qui contextualise la date retenue et puis une grande illustration qui généralement fait sortir une iconographie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, a priori, vous nous dites, il y a peu d'ouvrages comme cela qui sont sortis spécifiques sur l'ensemble du massif ? Non, il n'y en a pas. On peut être clair, il n'y en a carrément pas. Ok, donc voilà. C'est évidemment du tourisme, de la nature, etc., mais pas sur l'aspect patrimonial, historique, sociétal. Tout à fait. C'est vraiment l'objet de ce travail, c'est de montrer à la fois toute la diversité, tant sur l'histoire politique, sur l'histoire économique, sur l'histoire sociale, sur l'histoire environnementale également, ou artistique du massif, et qu'on réhabilite un peu ce territoire de montagne qu'on aime tant. Alors, de l'Antiquité à nos jours, forcément, le choix a été dur, vous l'avez dit. 380 dates que vous avez identifiées. Et dans ces 380 dates, qui sont d'ailleurs à la fin du livre, dans ces 380 dates, vous en avez gardé 140. Comment a été fait le choix ? Alors, c'est un choix complètement arbitraire. Je l'explique dans mon introduction. On aurait pu en choisir d'autres, mais on a considéré que ces dates-là apportaient de l'information sur... Par exemple, depuis quand connaît-on l'existence de la myrtille dans le massif ? Quand est-ce que le dernier ours a été tué ? Ou bien l'empire industriel Boussac et toutes les conséquences sociales que ça a pu avoir dans les vallées ? Ou la première mention du sapin des Vosges, qui est quand même emblématique, ou la première mention des fromages du massif des Vosges. Tout le monde pense Münster, mais on se trompe très lourdement sur l'origine des fromages, etc. Enfin bref, c'est d'essayer, à travers des dates, d'évoquer une histoire, de raconter une histoire, et puis d'essayer d'en apprendre un peu plus. Ça commence en moins 5300 avant Jésus-Christ, la présence humaine au néolithique, donc attestée dans les Vosges, et vous terminez en 98 avec... la création du parc naturel régional du label réserve mondiale de biosphère pour le parc naturel régional des Vosges du Nord. Okay. Tout à fait. Et ça, c'était en 98. Oui. Et dans les dates, vous allez jusqu'en 2015, à savoir la création de la région Grand Est. Oui, parce que les modifications administratives font partie de l'histoire du massif. Vous savez que très longtemps, le massif était finalement... peu contrôlé, il l'a été, on va dire, à partir de l'époque du Saint-Empire romain germanique, à partir du 11e, 12e siècle, où on a effectivement des limites administratives qui se mettent en place, qui sont généralement les limites administratives des grands bancs des abbayes bénédictines qu'on retrouve sur le massif, qui elles-mêmes rappelaient, faisaient mémoire des découpages des cités gauloises qui peuplaient le massif des Vosges. Et jusqu'à aujourd'hui, la frontière internationale de 1870, qui a quand même coupé en deux le massif du nord au sud. Et puis, bien sûr, la région Grand Est qui rebat encore les cartes en essayant de tenter d'effacer les vieilles limites historiques qui sont encore bien là et bien présentes. Vous avez parlé tout à l'heure du sapin des Vosges. Allez, quelques mots sur ce sapin des Vosges, 77 après Jésus-Christ. Oui, en fait, c'est dans l'histoire de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est d'abord un grand militaire romain, mais c'est aussi un passionné d'histoire naturelle. Et il a fait un grand inventaire. C'est le premier inventaire, en fait, des plantes d'Europe occidentale. Et dans cet inventaire, il compare le sapin des Vosges, première entrée dans l'histoire, au plus grand sapin que l'on peut trouver dans les Alpes ou dans les Abruzzes, ce qui, évidemment, pour un Romain, est quand même une vraie reconnaissance de la qualité de nos sapins. Autre
faits historiques nouveaux que vous dévoilez et détaillez dans cet ouvrage? Par exemple, on ne sait pas que le grand schisme qui a séparé l'Église latine de l'Église grecque, hein, le schisme entre, on va dire, la chrétienté latine actuelle et les orthodoxes, eh bien, c'est un moine de Moyen-Moutier, Humbert de Moyen-Moutier, qui, par une aventure, vous savez, a frappé le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire. Et pendant 1000 ans, les deux églises ne se sont pas parlé, et même elles se sont affrontées. Des croisades ont été détournées pour vaincre les Byzantins. Enfin voilà. Et c'est un moine de Moyen-Moutier, un drôle de personnage d'ailleurs. Beaucoup plus récent, 1974, quelque chose à souligner, la première grande enquête des mouvements écologistes pour que Vosges vive. En 1974, il y avait eu un diagnostic de l'état des ressources et de l'environnement sur tout le massif. Oui, c'est une belle expérience, une enquête qui est peu connue aujourd'hui, qui a été réalisée par les associations de protection de la nature à l'époque. C'est l'année aussi où René Dumont se présente à l'élection présidentielle, le premier écologiste à tenter d'accéder à la présidence de la République. Et les associations font à travers la presse locale, les journaux aujourd'hui du groupe EBRA finalement, une grande enquête pour savoir quel est l'état de l'environnement, est-ce que c'est acceptable qu'on ait autant de voitures sur la crête, etc., etc. Les résultats sont surprenants à 50 ans de distance. Quelle leçon vous tirez de ce travail? Quel regard, quelle perspective sur l'histoire du massif vous gardez en tête? D'abord, les limites administratives, Alsace, Lorraine et Franche-Comté sont des limites administratives. Les versants travaillent et communiquent ensemble. Et en fait, les citoyens, les habitants, les gens qui vivent au quotidien ce massif, quelque part, peu importe sur quel versant ils ont des problématiques partagées sur l'agriculture, sur le tourisme aujourd'hui, sur l'histoire industrielle, sur la post-industrialisation aujourd'hui. Enfin bref, des thématiques que toutes les vallées vivent aujourd'hui, alors de façon peut-être un peu différente selon les contextes géographiques ou locaux, mais en tout cas, il y a une véritable histoire commune et c'est l'objet de ce livre de le montrer encore une fois. Édition Serge Domini éditeur, 39 €, un prix un petit peu fort, mais raisonnable, j'ai envie de dire. Donc, beau livre, Les grandes heures du massif des Vosges. Donc, on est bien sur le massif des origines à nos jours. 140 dates et avec des illustrations et des révélations, véritablement des révélations sur l'histoire du massif. Merci beaucoup, Damien Parmentier. Merci à vous. Yann Thomas, bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour. Illustrateur, je montre tout de suite votre livre. Dans un tout autre genre, c'est l'intérêt évidemment de cette émission. Un cadeau pour la vie, vous avez illustré cet ouvrage avec Élodie Audrin. Qui est du coup l'auteur de ce livre. Ouais. Donc, album jeunesse, bien évidemment. C'est ça. Qui raconte. On va voir quelques illustrations, mais vous n'avez pas voulu toutes me les envoyer pour pas... oui, c'est ça. Donc, je peux pas vraiment dévoiler ce qu'est ce cadeau pour la vie, parce que sinon je gâche la surprise, quoi. Ouais, bon. Mais je peux quand même en parler. Hein. C'est un livre qui est très familial, très proche de... c'est l'histoire de Manon qui, du coup, la veille de Noël, écrit sa liste au Père Noël, justement. Ouais. Et en fait, ça retranscrit toutes les petites traditions qu'on a un peu en famille avec ses parents, quoi. Faire le sapin, la dinde, ce genre de choses. Et oui, comme je le disais, ce livre, il est hyper attendrissant parce qu'il nous plonge vraiment dans l'univers de l'enfance. Enfin, en tant qu'adulte, on veut redevenir un petit enfant pour revoir tout ça, etc. Et c'est tout dans cette ambiance un peu mielleuse, toute cosy. Au niveau des couleurs, je suis allé beaucoup dans des tons très pastels, mais en même temps réchauffants, pour regarder ce côté, comme je disais, très cocon. Vous avez été libre sur les illustrations par rapport à l'auteur et par rapport à la maison d'édition, Plume de Cœur Édition. Oui, c'est ça, Plume de Cœur Édition. J'ai été assez libre, oui, en fait, parce que d'habitude, c'est toujours un peu compliqué d'être raccord en fait, avec la vision qu'a l'auteur du personnage. Mais là, avec Élodie, le feeling est passé directement. Élodie Audrin. Oui, Élodie Audrin, ouais. C'est ça. Donc le feeling est passé directement. Je lui ai envoyé les premiers croquis. Et directement dans la journée, le soir, elle est en mode oui, c'est ça, je veux cette tête-là pour Manon. On part là-dessus. Et du coup, de fil en aiguille, donc, tous les autres personnages en ont découlé. Et oui, donc, le travail était très bien fait. Élodie était enchantée avec chaque image, oui. C'était, à chaque fois, c'était hâte de voir la couleur, hâte de voir la suivante. Non, ça c'est hyper bien fait, ce qui rajoute ce côté très passionné qu'on a dans le livre en fait.
Vous êtes tout jeune, 24 ans, je peux me permettre tout jeune, oui. 24 ans, je peux me permettre de le dire. Et vous avez étudié à Saint-Dié-des-Vosges. C'est ça, j'ai étudié... Le multimédia et l'audiovisuel, l'Internet. Mais voilà, ça y est, aujourd'hui, vous êtes illustrateur. À 24 ans, vous parvenez à en vivre. Oui, ça commence. Modérément, on va dire. C'est ça, mais en tout cas, vous avez un contrat avec cette maison d'édition. C'est ça, oui. J'ai une maison d'édition attitrée. Et, c'est le début et c'est en pente montante, quoi. Votre style inspiré, bon voilà, c'est un style, pardonnez-moi, connu, qui voilà. Oui, mais qui correspond à l'âge évidemment. C'est ça, c'est du cartoon. Donc le cartoon, c'est hyper vague en fait. Donc on peut faire de tout là-dedans. Et oui, j'ai pris ce style, je me le suis un peu approprié, quoi. Je fais un peu tout à ma patte pour essayer de pas être comme tout le monde. Mais c'est vrai que oui, c'est un style qui parle surtout aux enfants, un peu aux adultes, un peu nostalgiques, les vieux dessins animés qu'on a tous regardés. Hein. Mais voilà, quoi, faut aller avec le genre. Ou d'autres projets sur lesquels vous travaillez, racontez-nous. Oui, il y a... De la bande dessinée. De la bande dessinée, alors, en effet. Vous m'avez avoué, c'est encore trop tôt pour le montrer, mais on peut en parler un petit peu. Oui, disons que je vais début janvier, fin janvier plutôt, aller au festival d'Angoulême et du coup je prépare une petite BD. Là, pas du tout dans le même registre, on est plus dans de l'ado-adulte, histoire de se diversifier un peu, histoire de pas uniquement rester coincé dans un genre. Et sinon, avec Plume de Cœur, oui, il va y avoir d'autres contrats qui vont arriver, donc je sais qu'il y a des textes qui sont en cours d'écriture. Donc il y a juste à attendre qu'il soit terminé et un jour je vais recevoir un coup de fil et on va me faire tu peux faire un suite et pourquoi pas la suite de Manon justement. La concurrence doit être rude j'imagine dans le monde de l'édition, de l'illustration. Oui, il y a comment on se différencie, le réseau, la patte, les propositions qui viennent de vous-même. Déjà il y a les valeurs que partage la maison. La maison est beaucoup axée sur des valeurs très humanitaires, très sociales. C'est pour ça que le livre, entre autres, est accessible aux dyslexiques. Oui, on peut le voir derrière, sur la 4e. C'est important. Ah oui, donc c'est la fondatrice Stéphanie qui est vraiment, vraiment attachée là-dessus, qui veut que oui, ce côté très humain, en fait, ça se voit dans la manière dont elle parle avec les lecteurs, quand elle est dans les salons, et même avec tous les autres auteurs et illustrateurs. Elle est très avenante et tout, c'est sympathique. Et sinon. Et après... votre patte à vous, votre trait à vous. C'est ça, oui, ça joue aussi parce que dans tous les bêta lecteurs qu'on avait testés, la chose qui revient... bêta lecteur. Voilà. Oui. Je vais permettre de repréciser. C'est les lecteurs tests, quoi, voilà. C'est ça, voilà, dans le jargon. Et la chose qui revenait beaucoup chez les parents, c'était que, oui, effectivement, ça changeait de tous les autres livres jeunesse. Parce qu'on avait ce côté, comme dit, plus cartoon, qui parlait vraiment plus aux enfants et plus aux adultes aussi. Parce que c'est une chose parfois qu'on retrouve dans les livres jeunesse, c'est que ça ne parle pas trop aux adultes parfois. Et là, j'ai essayé vraiment d'être dans les deux. Et puis, la création, l'originalité, c'est très bien. Mais il faut aussi, des fois, personnellement, je trouve que dans les albums jeunesse... ça va un petit peu trop loin et voilà. Bon alors là, je ne suis pas là pour juger parce que sinon je vais me faire taper par les collègues. De dire. Non, mais voilà. Mais après, oui, l'art c'est très subjectif. On s'adresse à des enfants. C'est ça, ouais. Là, faut garder ça en tête. C'est ça. Ok, écoutez, merci beaucoup Yann Thomas. Affaire à suivre. On va, si vous allez du côté d'Angoulême, on suit votre carrière, votre parcours avec grand plaisir. Pourquoi pas, oui, revenir avec une BD ou la suite, comme je disais, ou un autre livre carrément. Un cadeau pour la vie, c'est aux éditions Plume de Cœur et ça coûte 15 € dans toutes les bonnes librairies ou évidemment en commande, mais dans les bonnes librairies, c'est mieux. Hein, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me contredire ici en plateau, j'imagine. Absolument pas. Déplacez-vous en librairie et, si possible, les librairies indépendantes. Voilà, ça, c'est dit. Laetitia Renders. 5e tome de votre série Nora Good Guy. C'est donc le titre de ce roman, de ce polar que vous sortez de nouveau. Qui est-elle, Nora? Nora est commandante de police à la DRPJ de Paris. Ouais. Elle est plutôt spécialisée dans les... DRPJ? S'il vous plaît? DRPJ? Département régional de la police judiciaire. Voilà, donc ça c'est spécifique à Paris. Ouais. Ce qui était le 36 quai des Orfèvres, qui est devenu le 36 rue Bastion. D'accord. Voilà, pour être bien précis. Donc on la retrouve avec son équipe spécialisée dans les disparitions. Mais évidemment, les disparitions, des fois, se terminent un peu mal. Donc c'est vite des meurtres. Donc ici, un tueur en série s'inspire de Chucky, la poupée qui tue, pour... Qu'on voit discrètement derrière, là. Voilà.
pour tuer les victimes. Maintenant, ce n'est pas basé que sur un tueur en série qui s'inspire d'un film d'horreur, c'est aussi le symbole de la poupée, de l'enfant qui attache une certaine importance, qui donne une certaine puissance à la poupée. Donc on n'en est pas que dans le film d'horreur et dans le côté gore de l'histoire. Il y a vraiment le côté catharsis qu'un enfant peut attribuer et ce que peut provoquer des choses ou des drames familiaux un peu particuliers. Combien d'exemplaires vous en êtes à... Alors vous en êtes, c'est pas votre premier livre, hein, on a déjà eu le plaisir de vous accueillir. Vous faites un peu de roman historique, fantastique. Là on est sur du polar. Quel genre vous préférez d'ailleurs J'ai pas à titre vraiment personnel. J'ai pas de préférence. Disons que je pense que les lecteurs sont plus attirés vers le milieu fantastique. Ouais. C'est là mes plus grandes ventes. Donc je viens de ressortir L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux. Que je monte. Après pas mal de temps d'absence dans le milieu fantastique, et on a déjà dû réimprimer 2 fois. Donc il fonctionne vraiment très bien alors qu'il est sorti en mars 2023. Combien d'exemplaires ? Jusqu'à maintenant, ouais. On est à 5000. 5000, ouais, ce qui représente effectivement une bonne petite vente. Allez, on revient sur Nora. Qu'est-ce qui, dans chaque enquête, comment vous faites évoluer le personnage pour ceux qui vous suivent de Nora, justement? Il y a effectivement donc 5 enquêtes, donc ce n'est pas des suites à proprement parler. Ouais. Donc effectivement, on retrouve la même enquêtrice, la même équipe, et à chaque fois sur des enquêtes différentes. Donc il y a un fil conducteur que je répète à chaque fois dans chaque livre, un petit peu à la manière des séries télé. Et donc effectivement, les personnages évoluent. C'est pour ça que j'ai décidé de l'arrêter à la 6e enquête, donc celle que je suis en train d'écrire maintenant. Donc c'est vraiment la dernière. Parce qu'il arrive un moment où il faut savoir dire stop, s'arrêter en tout cas, quand on a vraiment exploité, ou en tout cas pour moi, que j'ai exploité tout ce que les personnages avaient à donner. Vous en faites la promotion en ce moment sur les salons. Vous étiez récemment en Belgique, c'est ça? J'y vais demain. J'y vais la semaine prochaine pour le 16 et le 17 décembre à la Médiacité de Liège, effectivement. Sinon, j'étais hier à Épissonge, en partenariat avec... Bien sûr, les salons locaux et les marchés de Noël locaux. Pour les marchés de Noël. Épissonge, c'est sur Épinal, bien sûr. C'était sur Épinal, c'était hier dimanche soir. Dernier, donc, voilà. Ok, Nora Good Guy, donc le 5e tome de cette série. Je l'ai dit en introduction, quels sont les autres livres que vous nous proposez? Donc du fantastique, mais il y en a un, alors on l'a pas là en plateau, mais il y en a un où vous faites mélanger roman historique et fantastique c'est celui-là. C'est L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux, effectivement. Donc Athénaïs Mortemart, descendante de Madame de Montespan, l'affaire des poisons. Donc Athénaïs ici veut se débarrasser de ses amis, de ses harceleurs à l'école, à la manière de Madame de Montespan, qui se débarrassait des courtisanes de Louis XIV pour rester la favorite, en les empoisonnant. Donc il y a toute une partie historique avec la voisin et tout le... Respecté, bien sûr, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment l'histoire de Madame de Montespan, et donc on retrouve après sa descendante ici, Athénaïs, quelques années plus tard. Avec quel récit, quelle histoire, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, elle se débarrasse de ses harceleurs à l'école, avec la particularité, donc 2 petites particularités. Elle a 3 familiers, 3 corbeaux dotés de paroles, qui s'expriment en réplique de film pour donner une petite note humoristique à un univers un peu sombre. Et on retrouve ici le personnage d'Athénaïs, qui est le méchant de l'histoire. Donc le personnage principal, qu'on suit à la première personne, est un méchant, un antagoniste, donc un petit peu particulier. Laetitia Renders, ça c'est L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux, et vous venez de sortir, ça c'est le tout dernier, Nora, donc le 5e tome de la série Nora. Il y en aura un 6e, il est en cours d'écriture. Tout à fait. Ça se passe bien, c'est difficile, Ça va, ça suit son cours au fil de mon inspiration. Extra. Merci beaucoup Laetitia Renders. Donc, et ça coûte 18 €. Je donne les prix, tant qu'à faire, et la maison d'édition Décalogue. Décalogue. Je ne l'avais pas encore dit. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Yann Thomas, un cadeau pour la vie, c'est aux éditions Plume de Cœur. C'est votre premier en fait, ou je ne sais pas demander? Oui, c'est mon c'est votre premier. Ouais, voilà. Première publication, quand même, c'est pas mal quoi. Moi je dis à 24 ans, voilà, beau parcours qui commence a priori. Merci. Et enfin, les grandes heures du Massif des Vosges, donc on est bien sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, de Damien Parmentier, avec, je le répète, 380 dates à la fin du livre, donc déjà ça c'est sympa. Et il y a aussi surtout sur ces 380, 140 dates explicitées, dont
dont, vous nous l'avez dévoilé tout à l'heure, quelques révélations, quelques nouveautés, quelques vraiment informations qui n'avaient pas été étudiées, qui n'avaient pas été dévoilées et explicitées jusque-là. Damien Parmentier, les grandes heures du massif des Vosges. Merci à tous les trois de votre venue sur ce plateau et bonne continuation et joyeuses fêtes. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.